De retour sur ce magnifique plateau, il est déjà très important parce que tout à l'heure, je vous l'ai annoncé, je vous ai dit qu'elle sera parmi nous. Elle va venir nous présenter non seulement son livre, elle va aussi nous raconter une petite partie de son histoire. Donc bonjour et bienvenue, Madame Précieuse. Bonjour. Ça va? Oui. Déjà que j'ai reçu votre message sur Instagram, vous m'avez raconté votre histoire, mais je vais d'abord vous laisser le temps de vous présenter. Qui est Madame Précieuse? Je m'appelle Précieuse Mboku, je suis une servante de Dieu. Ok. Je sers Dieu et je suis une maman de plusieurs enfants. De plusieurs enfants. Oui. C'est comme moi aussi, je suis père de plusieurs enfants. Hein. Isaiah, Alvaro, j'en ai plusieurs à mon actif. Alors, votre histoire qui m'a touché, j'aimerais que vous puissiez nous la relater. Comment ça commence? Je suis orpheline de mère. Ok. J'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans. Et donc, mon père m'a fait venir en France. J'étais adolescente, vers les 12 ans et demi. Je suis partie rejoindre mon père. Mais une année après, les choses ont commencé avec mon père. Le premier soir, mon père m'a droguée. Il m'a donné un comprimé. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose que... Étant adolescente, je ne connaissais pas les hommes. Donc je ne savais pas ce qui s'était passé ce soir-là. Mais quelques jours après, quand j'ai vu mon père devant moi, sans les habits, en train de forcer ma porte, qu'il doit rentrer, ce soir-là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose la nuit. Que mon propre père a été le premier homme qui a vu, qui m'a pris ma virginité, qui a pris cette innocence que j'avais. Et cela s'est répété à plusieurs fois. Plusieurs fois, il venait. Au début, il prenait de l'alcool. Hein. Donc, il faisait passer sur le coup de l'alcool quand il venait. Mais après, c'était plus de l'alcool. La journée, j'avais un père responsable. La journée, j'avais un père aimant, un père qui me protégeait, un père qui ne voulait pas que les hommes s'approchent de moi, un père qui s'attendait que je dois rentrer tôt. Mais la nuit, j'avais un bourreau, un mari et un bourreau. Parce que quand il rentrait, mon nom, c'était pas... Lui, il n'entendait pas mon nom. Il rentrait, il devait faire ses affaires. Il était chez lui. Il y avait des menaces. Si je refusais, il me menaçait de me renvoyer au Congo. Et comme j'ai grandi avec ma tante maternelle, souvent, quand je l'expliquais, je préfère rentrer au Congo, ma tante me disait, ici c'est compliqué, si tu reviens ici, la vie... Mais elle ne savait pas ce que je traversais. Et à un moment donné, je lui ai en voulu parce que je me disais, mais pourquoi elle refuse que je reparte? Je préfère aller repartir au Congo, me dire qu'en repartant là-bas, je serais mieux qu'être ici en souffrant. Pendant des années, j'avais de la colère envers elle aussi. Mais après, j'avais compris, elle ne connaissait pas ce que je traversais. Elle ne savait pas. J'avais réussi à parler un peu à une de mes belles-mères, mais dès qu'elle a compris ce qui se passait la nuit, quelques jours après, elle m'a abandonnée. Elle a pris sa fille, elle est partie. Elle m'a laissée seule. Et là, le choix était libre. C'était tous les soirs. Et lorsque mon père remarquait que j'avais pas mes règles, il me donnait des médicaments. Il était à l'afflux. Il devait savoir si j'avais mes règles. Si j'avais pas mes règles, il savait qu'au cas où si je tombais enceinte, on allait me poser des questions et il y aurait eu des histoires. Donc, il me donnait des médicaments pour que la grossesse puisse passer. Donc, je ne savais pas s'il y avait la grossesse ou pas. Mais dès qu'il y avait un retard de règles, au bout de 3-4 jours, il me donnait des médicaments. Comme au Congo, ici, mon père, il vendait des médicaments. Donc, il se connaissait de ce côté-là. Ça a été compliqué. J'ai fait des tentatives de suicide. J'en pouvais plus. Quand je me réveillais, j'ai été placée. Par la grâce de Dieu, j'ai pu parler. On m'a pu m'aider. Mais j'ai été placée, mais je n'ai pas fini mes études. J'étais un enfant qui était intelligent. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à finir le bac. Et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. J'étais sous antidépresseur. Parce que je ne voyais plus l'avenir. Je ne croyais plus en l'avenir. Et à ce moment-là, je me disais, peut-être qu'il vaut mieux que je quitte cette terre et que j'aille me reposer parce que ma vie était que souffrance, douleur. Je tombais aussi souvent malade. Donc, c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Mais j'avais haï Dieu aussi. Vous savez, j'ai grandi, ma mère, ma tante qui m'a élevée,
Chaque dimanche, elle me ramenait à l'église. Je participais à l'église. Même financièrement, j'allais l'embêter. Mais à ce moment-là, j'ai haï Dieu. J'ai dit, mais comment il peut accepter ça? Je ne priais plus. Je ne priais plus. Et Dieu a fait grâce. Bon, j'ai rencontré le papa de mes enfants. C'est comme si... je dirais quoi? C'est comme si encore... Non, les sorciers du village, j'ai encore mis une personne sur mon chemin pour encore m'abattre. Un trompeur. Un trompeur. Chaque année, j'avais des visages de toutes les femmes sur femmes et j'avais une mère de 3 enfants, je pesais 40 kilos. Maximum, je pesais 49 kilos. Je ne pouvais pas dépasser 49 kilos, quel que soit comment je mangeais. J'ai fait 10 ans dans cette relation et à un moment donné, je m'accrochais à mes enfants. C'était maintenant mes enfants. Je ne pouvais plus m'accrocher à quelqu'un. Je m'accrochais que quand je voyais mes enfants, je me dis, je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai besoin, je dois être là. Et le jour où j'ai décidé de me dire que je dois guérir, je dois chercher une solution pour moi, mais pas que pour moi, c'est tout pour mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai quitté le père de mes enfants. Je me suis refait et j'ai fait encore, comment je dirais, je me suis encore rapprochée de Dieu parce que j'avais besoin. Seule, j'ai pas réussi. Il y a eu des traitements, il y a eu des antidépresseurs, mais j'ai pas réussi. J'avais besoin encore de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu m'a aidé, Dieu m'a restauré. C'est encore un chemin. La restauration, ça finit pas. La guérison, ça finit pas. C'est un chemin que je suis en train de poursuivre. Mais même, je me rappelle la dernière fois, ma fille, elle était en train de regarder. Ma fille, elle a 8 ans, ma deuxième fille. Elle regardait un extrait d'une émission. Est-ce qu'on peut avoir des papiers mouchoirs, s'il vous plaît, sur ce plateau-là? Parce qu'on sent que l'émotion est en train de monter, des larmes commencent à couler. Chose qui est normale parce qu'il y a un moment dans la vie de tout un chacun. Écouter ces genres de propos, c'est quelque chose d'inapproprié. Parce que être un père et puis avoir un tel cœur, c'est pas... Je sais même pas si je peux encore avoir les mots, mais on va continuer votre histoire. Et quand j'ai pris la décision, depuis longtemps, je voulais écrire. Mais j'arrivais pas. C'est comme s'il manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose dans ce livre-là. Donc je commençais, j'ai effacé. Et à un moment donné, j'ai dit je devais me mettre. La dernière de ma tante qui m'a élevée, sa fille, elle est venue en France. C'est elle qui m'a encouragée. Elle m'a dit, tu peux pas, tu sais, ton histoire ne peut pas s'arrêter là. Tu dois écrire. Et j'ai écrit ce livre qui est Les blessures de l'inceste. Ok. Les blessures de l'inceste. Oui. Voilà. Ce livre, c'est comme dirait une servante de Dieu, une maman que j'aime bien, elle dit, au début c'est des mots d'enfant et après c'est des mots d'adulte. Je repars un peu de mon passé étant un enfant, donc j'écris. J'ai pas voulu que quelqu'un puisse m'aider à l'écrire. J'avais envie que ça soit avec mes fautes, avec mes mots, parce que je voulais pas que ça soit trop écrit, trop français. Non, je voulais que quand quelqu'un va les lire, qu'il voie que c'est moi, c'est mes émotions, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et à ce moment-là, il fallait que j'en parle quand même à mes enfants avec les mots d'enfant. J'ai parlé à ma première fille, mais ma deuxième fille, elle passait comme ça, elle a vu une émission que j'avais faite pour un témoignage. Pendant 1 heure du temps, ma fille, elle pleurait. Elle me dit, maman, tu as souffert. Elle me dit, maman, tu souffres encore, je pense. Pendant 1 heure du temps, je n'arrivais pas à essayer de calmer ma fille. C'est là que je me suis rendu compte. Mais j'ai souffert quand même. J'ai souffert. Vous savez, lorsqu'on a on subit des choses, après on est habitué. Moi, j'étais habituée. La nuit, par exemple, je m'habituais que mon père ouvre la porte, qu'il rentre, qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il sorte. Et tu commençais à trouver ça normal? Pour moi, c'était devenu normal. Okay. Il y a des moments, parfois, je me disais, peut-être que je me faisais... je suis rentrée dans un temps où je me disais des imaginations. Peut-être c'est moi, la nuit, j'imaginais ces choses parce que la journée, la personne que j'avais, c'était pas la même personne. Donc je me disais, mais peut-être c'est toi qui t'imagines les choses la nuit. Et à ce moment-là... Et à tout moment qui rentrait, ça se passait toujours sur de la drogue? Il te droguait d'abord? Non. Non. Là, c'était le premier jour, oui. Okay. Mais après, les jours qui ont suivi, non. Il venait au début, pendant quelques mois, il venait avec l'alcool. Donc, quand il rentrait, j'avais une clé dans ma chambre. Au début, je pouvais fermer ma clé, mais après, il avait enlevé. Hein, il avait dit que j'ai plus les clés. Mais il toquait, il va toquer, parce qu'il n'y avait personne. À ce moment-là, il s'assurait que... Parce que mon père, il avait 2 femmes aussi. Hein. Okay. Mais à ce moment-là, il s'est assuré que ces 2 femmes, chacun ne soit pas là.
Et quand je rentrais, il toquait. Pour pouvoir profiter facilement. Ah, oui. Et j'ai une question également aussi à poser. Il a été en prison, ça s'est passé comment par la suite? Mon père a été... assistance sociale? Oui, j'en ai eu à parler, mon père a été jugé. D'accord. Il n'a jamais reconnu, il ne le reconnaît pas, il est ici au Congo, on l'a refoulé. Il a été condamné, il a fait des années de prison qu'il devait faire. En France? Oui, en France. D'accord. Et après, quand il est sorti, on l'a refoulé. Quelques temps après, quelques mois après, je pense qu'il a eu un contrôle. On l'a refoulé, il est ici. Et tu as des nouvelles de lui actuellement? Non, j'ai pas de ces nouvelles. D'accord. Mais croyez-moi, même si je le croise là, je le verrai. Parce que j'ai envie de l'affronter. Beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir ici, au Congo. Et toi, tu es venu pour pouvoir oublier et faire cet enterrement. Il y a quelque chose que je devais venir, oui. Que je devais venir ici. Tout le monde, toute ma famille me disait, il ne faut pas aller là-bas, il est là-bas, on ne sait jamais. Au Congo, il a la facilité. J'ai dit, il y a quelque chose que je dois aller. Je dois aller, il y a quelque chose que j'attends. Je ne sais pas c'est quoi, mais je dois aller. Et depuis que tu es là, tu n'as pas de ces nouvelles? Non. On va parler de ce livre, Les blessures de l'inceste. Donc, après l'inspiration, après que tout ça là s'est fait, Dieu t'a brisé, Dieu t'a recréé. Aujourd'hui, tu es devenue mère. Tu as des beaux enfants qui te redonnent le sourire chaque jour. Chose que on te félicite. Parce que personnellement, avoir une dame traverser toute cette histoire-là, mais au moins se relever demain pour se dire que peu importe ce que la vie m'a donné, Dieu existe toujours. Et à quel moment Dieu a commencé à te parler? Je dirais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans que j'ai fait la paix avec Dieu d'abord. Et je me suis pardonné d'abord à moi-même. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on traverse des situations compliquées, surtout par rapport au viol, à l'inceste, notre corps, on commence à voir comme si c'était juste de la marchandise, comme si un homme pouvait passer. Moi, ça m'est arrivé. Je pouvais rencontrer un homme en boîte de nuit, on fait nos affaires et au revoir. Et donc, à ce moment-là, je devais d'abord me pardonner à moi-même, à ce que j'ai fait subir à mon corps. Il y a des choses que j'ai acceptées, il y a des choses, il y a des relations, des amitiés. Parce que même dans les amitiés, j'avais des amis qui utilisaient cette histoire. Quand je me retirais, ils utilisaient cette histoire pour commencer à m'insulter sur les réseaux sociaux. Okay. J'avais des amis qui me faisaient ça. Et même le père de mes enfants, c'est à ce moment-là, quand j'ai pris la décision de le quitter, la femme qu'il avait eu à voir, cette femme-là m'a envoyé un message pour m'insulter, l'enfant violé par son père. Une femme qui a des enfants. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je dois me pardonner à moi-même d'abord, et que cette histoire, ça doit devenir maintenant une force, pas que pour moi, pour les autres aussi. Je dois devenir... Parce que beaucoup de personnes subissent ça. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment tu peux écrire un livre? Allô, je pense que nous avons un appel. Allô, allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Patrick, je vous suis depuis Diata. Ok, monsieur Patrick, alors quel est votre avis concernant cette histoire? Je voudrais poser à cette dame qui a subi des blessures internes. Auparavant, comment est-ce que vous vous sentez? Au début, avant que vous puissiez partager ces explications, bien ces éléments auprès de vos enfants, dans votre fort intérieur, comment est-ce que vous vous sentez? Parce que c'est une histoire pas facile, être abusé par son géniteur. Et j'imagine un peu comment est-ce que vous vous ressentez jusqu'à présent. C'est une blessure que vous n'allez jamais oublier dans votre vie. Maintenant, est-ce que vous partagez aussi cela à d'autres personnes qui ont subi ces mêmes étapes de la vie, s'il faut le dire, pour essayer un peu de revenir à la normale? Parce que c'est quelque chose que les gens ne pourront jamais accepter de leur vie. Merci. Voilà. Donc, comment est-ce que vous vous sentez dans votre fort intérieur? C'est vrai que la deuxième partie de la question a déjà été répondue, mais on va encore réitérer, parce qu'il faudrait faire comprendre à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Donc, comment vous étiez en train de vous sentir? Avant que je puisse écrire, avant que je puisse chercher ma guérison, j'étais brisée. J'étais une femme brisée. Malgré que j'avais des enfants, j'avais pas d'ambition. Je vais pas mentir, même les travails, je trouvais du travail aujourd'hui, je finissais. Je ne prenais jamais des contrats CDI parce que je me disais on sait jamais. Demain je peux mourir, demain je peux pas quitter cette terre. J'étais brisée, j'étais détruite de l'intérieur. Une femme rancunière. Oui, et j'étais quelqu'un de rancunière. Ah, je vous jure, je pouvais sortir même avec ton mari si tu me cherches là, pour me venger, j'acceptais jamais que quelqu'un puisse me monter dessus. Et j'avais un problème avec les hommes. Un homme dès qu'il commençait à hausser la voix avec moi, c'est comme si à ce moment-là, je devais automatiquement, que ce soit au travail, que ce soit colérique. J'étais très colérique et très rancunière.
Mais maintenant, je dirais que je suis même devenue plus silencieuse. Tu peux faire quelque chose, là, je vais te regarder. Ok. Je parle plus, je me retire et je protège ma paix intérieure. Ok. Et actuellement, je suis heureuse et comblée. Pas par l'amour d'un homme, l'amour de Dieu et l'amour de mes enfants. Et quand j'ai écrit ce livre, c'est un témoignage aussi que j'ai partagé sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, beaucoup de femmes, même ici au Congo-Brazzaville, qui m'ont contacté, beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de femmes même qui sont maintenant adultes, qui m'expliquent leur situation. Et beaucoup me disent, je voudrais bien raconter mon histoire à travers toi, mais je préfère que ce soit anonyme. Ok. Donc j'en parle et j'échange avec d'autres femmes aussi qui ont souffert de ça aussi. Alors, comment on peut faire pour rentrer en contact avec vous et surtout, comment on peut se procurer ce livre? Ce livre est disponible sur Amazon, mais il y a des exemplaires aussi qui sont sur place que j'ai ramenés avec moi d'abord pour commencer. Okay. Donc, sur mon WhatsApp, c'est le 00333 07 66 70 34 69. Et sur les réseaux sociaux, c'est Servante Précieuse. Ok. Est-ce que vous pouvez réitérer le numéro de téléphone? Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vous contacter après cette émission seulement. Vous allez voir que votre WhatsApp sera vraiment inondé. C'est ça la magie de la DRTV. Donc réitérez votre numéro, comme ça les gens vont rentrer en contact avec vous pour l'achat de ce livre. Plus 33 7 66 70 34 69. Plus 33 7 66 70 34 69. Alors, merci déjà que c'était un grand plaisir de vous recevoir, Madame Précieuse. C'est vrai que Isaïa a au moins versé une larme. Elle était là, au coin, là. C'est ça, la sensibilité, déjà que on a ces genres d'histoires qui ne peuvent pas s'arrêter. Et puis, ce sont des histoires qui se produisent dans notre vie. Hein. Donc, il y a de ces parcelles où l'enfant subit ça, mais la pauvre, elle ne peut pas parler. Donc, je pense qu'à travers Madame Précieuse, on va organiser des masterclass pour pouvoir briefer les enfants, pour pouvoir... voilà. On a déjà une personne qui accompagne. Et puis, on a une maîtresse de cérémonie aussi qui prendra le micro. Pourquoi pas? C'est ça l'avantage. Donc, pour nous, c'était un grand plaisir de pouvoir vous servir ce jeudi. Mais avant que nous puissions nous séparer, nous, on a toujours notre rituel. À qui tu dis bonjour aujourd'hui? Je dis bonjour à mon papa, ma maman, mes enfants également. Et voilà, gros bisous à tout le monde. Ouais, l'histoire t'a trop paumé, je sens. Alors, on va Dédé, alors, rapidement, à qui... Rapidement, donc, nous souhaitons d'abord un jovial anniversaire à Monsieur Francis Freddy de la part de Exaucé qui vous nous, de la partie sensible. Et sans oublier Mama Wiva Wivin Webe, big salutations à toi. Et sans oublier le Kapi Iloki, le coach Kagashi, hein, le vétéran Yayo Yangoana. Merci beaucoup. Donc, Alvaro Dédé, déjà, c'est le genre de personne, quand tu dis, est-ce que tu peux parler? Il te dit toute sa vie, il raconte. Alors, c'était pour nous un plaisir de pouvoir vous avoir nombreux derrière vos postes téléviseurs, d'avoir été scotchés du début de cette émission jusqu'à la fin de cette émission. Déjà que vous avez donné vos réactions, que ce soit sur Facebook ou encore sur message normal. Alors, restez scotchés et bonne suite de programme. Pour moi, je salue toute l'équipe qui a fait en sorte que vous puissiez nous recevoir en Full HD. Quand ça commence de parler d'équipe, on remercie d'abord Odvarez Dabira, Erling Kengouya et puis le génie, l'ange gardien, Jonas Sawe, l'homme à la taille magnifique. Merci encore à toi et puis merci à Isaïa Mag, merci à Alvaro Madede et puis merci à vous, Madame Précieuse. Et j'espère que l'heure à laquelle nous allons annoncer notre masterclass que nous allons faire dans peu de temps là, ils vont venir nombreux parce qu'ils sont tous touchés. D'ici peu, restez bien, on est ensemble. C'était le Richter Boukaka. Bye bye.